Je vous dis bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous souhaite la bienvenue à l'auditorium Jacqueline Lichtenstein de l'Institut national d'histoire de l'art pour ce deuxième rendez-vous des trésors de Richelieu de l'année 2024 et le cinquième rendez-vous du cycle 2023-2024 des trésors. Vous le savez sans doute, les trésors de Richelieu sont organisés en partenariat avec les différentes institutions du site, à savoir la Bibliothèque nationale de France, l'Institut national d'histoire de l'art et l'École nationale des chartes. Et vous connaissez peut-être aussi le principe de ce cycle qui est d'accueillir pour des conférences des historiens de l'art, des chercheurs et des conservateurs pour présenter des œuvres conservées dans l'une ou l'autre des institutions partenaires, bien sûr. Ces œuvres sont sorties de nos magasins spécialement à cette occasion. Ces œuvres sont questionnées par les personnes présentes ici, comme à chaque fois pour les trésors, bien entendu. Pendant ce temps, il y aura une caméra là-bas qui va filmer les documents que nous allons vous présenter aujourd'hui, comme c'est le cas à chaque séance des trésors de Richelieu. Ce soir, nous allons nous pencher tout particulièrement sur 2 albums de photographies acquis en vente publique en 2020 et faisant partie aujourd'hui des collections de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art. Ces 2 albums ont été constitués par Dmitri Ermakov lors d'expéditions menées dans le gouvernorat d'Erevan par le père de l'ethnographie arménienne, Yervand Lalayan. Dmitri Ermakov était photographe donc, et il a accompagné l'explorateur lors de ses déplacements. Ces images des populations et du patrimoine arménien complètent les collections existantes de la bibliothèque et tout particulièrement les 110 000 images réalisées des années 50 jusqu'aux années 2010 par Jean-Michel et Nicole Thierry, spécialistes des arts d'Arménie, de Géorgie et de Cappadoce, et reçues en don à la bibliothèque en 2017. Je vais maintenant vous présenter nos 2 intervenants. Sipanath Chakerian est docteur en archéologie et pensionnaire à l'Institut national d'histoire de l'art pour le domaine histoire de l'art du IVe au XVe siècle. Elle se spécialise dans l'architecture et l'art monumental du Caucase du Sud médiéval et est rattachée à l'équipe de recherche Monde byzantin de l'UMR 8167, je suis précise, Orient et Méditerranée. À l'INHA, elle mène un projet de recherche et de valorisation scientifique autour du fonds d'archives de Jean-Michel et Nicole Thierry, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, conservé à la bibliothèque de l'INHA, en collaboration avec Jérôme Delatour, que je vous présenterai tout à l'heure, qui, lui, est chargé des collections photographiques. Sipanath Chakerian participe également à la coordination du programme de recherche CALFRONT, on prononce comme ça ? CALFRONT, Calligraphie aux frontières du monde islamique, dirigée par Héloïse Braque de la Perrière, directrice du domaine, ainsi qu'aux différents projets qui y sont menés. Ces recherches parallèles portent sur l'art et l'architecture associés au culte de la croix dans le Caucase du Sud, s'intéressant particulièrement au phénomène de pèlerinage qui s'y est établi entre le IVe et le VIIIe siècle. Jérôme Delatour, pour sa part, est archiviste paléographe et conservateur en chef des bibliothèques. Sa thèse de l'École des chartes portait sur les frères Dupuy, bibliothécaires du roi au début du XVIIe siècle. Il a aussi publié le catalogue annoté de la bibliothèque de leur père, Claude Dupuy. Il a commencé sa carrière à la bibliothèque d'art et d'archéologie Jacques Doucet en 1999, puis il a rejoint tout naturellement la bibliothèque de l'INHA. Et comme je viens de vous le dire, il est responsable des collections photographiques, mais aussi d'une autre collection, celle des cartons d'invitation. Avant de leur laisser la parole, je voudrais remercier, comme il est d'usage, les équipes techniques de l'Institut qui permettent la tenue de cette soirée. Le service des moyens techniques, le service de la communication et le service des manifestations.
Je vous laisse la parole. Merci Carole. Eh bien écoutez, on va entrer directement dans le vif du sujet. Comment on passe à la diapositive suivante? Voilà. Dans le vif du sujet, c'est-à-dire une notice d'un catalogue de vente Adair en juillet 2020, puisqu'évidemment, au jour le jour, je reçois des annonces automatiques en fonction de mes critères de recherche dans les catalogues de vente, dans les ventes qui se font régulièrement. Et donc, en juillet 2020, je tombe sur cette annonce d'une vente Adair qui attire mon attention parce que ça correspond tout à fait au genre d'objet que je cherche pour enrichir les collections de la bibliothèque. Pourquoi? Parce que la collection de photographies de la bibliothèque est assez particulière, elle est très spécialisée, elle est tournée vers de la photo documentaire, plutôt ancienne, représentant des objets d'art ou des monuments, des sites archéologiques. Partant de là, cette collection se situe dans un écosystème, je dirais. On a d'autres institutions autour de nous. Il faut éviter d'acheter des choses qui sont déjà dans d'autres institutions. Donc, ça nous limite dans nos choix. Et donc, là, comme on avait un gros ensemble de photos sur du patrimoine étranger, assez lointain, c'est quelque chose qui, en général, est mal représenté en France. Donc, je voyais tout de suite le potentiel que pouvaient avoir ces photos. Donc, des photos de Dmitri Ermakov, qui est un photographe extrêmement célèbre pour le Caucase. C'est vraiment un des plus grands photographes pour, je dirais, la deuxième moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle. Un ensemble important d'images, à peu près 230 images, donc un ensemble significatif. On évite également à la bibliothèque d'acheter quelques images isolées qui ne sont pas très utiles en général à la recherche, sauf cas exceptionnel bien sûr, mais plutôt des ensembles cohérents, significatifs. Alors, je vous précise tout de suite ce que représentent ces photos. Il s'agit du patrimoine de deux régions d'Arménie. Je vous ai mis ici à gauche une carte synthétique de l'état de l'Arménie avant 1914. Donc, vous voyez l'Arménie séparée, disons, en deux parties. En vert foncé, vous avez les provinces arméniennes sous domination ottomane, et vous avez au nord-est, en orange foncé, les provinces sous domination russe. Et on peut ajouter en haut, en orange clair, ce qui est indiqué à gauche comme le gouvernorat de Tiflis, qui est aujourd'hui bien sûr en Géorgie, mais où la population arménienne était très forte et qui joue un rôle important dans l'histoire. Et je vous ai mis à droite le détail du gouvernement d'Erevan, où se situent les deux districts représentés dans nos albums. Vous avez d'une part le Novo-Bayazet, en rouge à droite, autour du lac Sevan, qui correspond aujourd'hui au Gegarkunik. Et puis vous avez au sud le Charaourdara-Laguez, qui correspond au Vayotsor. Ce sont ces deux régions qui sont représentées dans les albums et donc qui ont fait l'objet d'explorations disons, archéologique et ethnographique par la Layan, et ça, Sipana vous en parlera tout à l'heure. Alors, les photos qui sont dans ces albums ne sont pas uniques. Comme je dirais toujours en photo, on trouve d'autres lots de ces photos ailleurs, bien sûr. Je dirais que de façon générale, les photos d'Ermakov sont quand même pas très très présentes en Europe occidentale, d'où l'intérêt d'en acquérir éventuellement pour le bénéfice des chercheurs. Alors, en l'occurrence, les photos qui sont dans ces albums, je les ai trouvées notamment dans deux institutions. Vous voyez ici une notice d'images numérisées de l'Université de Vienne. Vous retrouvez, vous voyez, l'image qui était présentée dans le catalogue Adair. Voilà, c'est la même. Alors, en l'occurrence, l'Université de Vienne a mis en ligne à peu près 150 images qui sont dans les albums que nous avons acquis. Et vous avez aussi un autre exemple, plus près de chez nous, l'Institut catholique de Paris, qui a 26 images du même corpus représentées dans ces albums. Alors,
d'autres éléments qui nous ont incités à acheter ces albums, il se trouve que la bibliothèque possédait déjà des photos d'Ermakov, ce qui est particulièrement intéressant. Pour rappel, la bibliothèque d'art et d'archéologie, qui est le noyau de la bibliothèque de l'INHA, commence grosso modo en 1906 et elle ouvre au public en 1909. Or, en 1909, déjà en 1909, la bibliothèque possède un certain nombre de photographies d'Arménie faites par un certain Bartchevski. Et à cette époque-là, en 1909, Gabriel Millet, qui est, je dirais, le fondateur des études byzantines et de l'archéologie chrétienne à l'école pratique des hautes études à l'époque, qui est vraiment la grande figure des études byzantines à cette époque, sollicite la bibliothèque d'art et d'archéologie, donc Jacques Doucet, qui en est le créateur et le mécène, pour acquérir justement les photographies d'Ermakov concernant, je dirais, le patrimoine chrétien d'Arménie et de Géorgie. Et il explique dans des lettres que nous possédons, qui sont adressées à René Jean, le bibliothécaire de Jacques Doucet, que malheureusement, lui, à l'EPHE, il manque de moyens, il n'a pas les sous pour acheter ces photos. Donc, si Doucet pouvait les acheter, ça serait pas mal. Et conclusion de tout ça, un certain nombre des photos d'Ermakov, effectivement, ont été achetées, mais apparemment pas toutes. On a un ensemble de 10 boîtes, comme celle que vous voyez à l'écran, des boîtes beige avec des photos collées à l'intérieur, et ce qui représente à peu près 400 images, qui ne sont d'ailleurs pas toutes totalement d'Ermakov, mais en tout cas, Millet estimait qu'il y avait à peu près un corpus de 700 images produites par Ermakov concernant ces sujets, et on en a un petit peu moins à la bibliothèque. Il se trouve que les albums qui étaient en vente complétaient parfaitement ce que nous avions. C'était un coup de chance, je dirais, parce que les sites représentés dans ces albums ne sont pas du tout représentés dans nos 10 boîtes. Donc ça tombait plutôt bien. Et comme le disait Carole tout à l'heure, il se trouve qu'à cette époque, en 2020, j'étais en plein dans la préparation du déménagement du magnifique don de Nicole Thierry, donc des archives qu'elle avait constituées avec son mari autour du patrimoine arménien et byzantin, disons, de Cappadoce. C'est un fonds assez énorme. Vous en voyez une petite partie là dans nos magasins tels qu'ils se présentent encore actuellement, puisqu'on est en train encore de traiter ces archives. Vous avez 120 cartons comme ceci, et on a estimé de façon assez précise, alors le chiffre est rond, mais il est assez précis, qu'il y a environ 100 000 photos produites par les Thierry, comme le disait Carole tout à l'heure, entre les années 50 et les années 90-2000. Donc quelque chose d'absolument énorme. Alors évidemment, très logiquement, ces albums d'Ermakov venaient compléter ces ensembles qui étaient déjà à la bibliothèque. Je vous ai mis une image, voilà, une petite idée des photographies produites en l'occurrence là par Jean-Michel Thierry, qui s'est plus précisément spécialisé dans l'histoire du patrimoine arménien. Et voici quelques boîtes de ces diapositives. Partant de là, je vais me déplacer là-bas et vous présenter les objets tels que je suis allé les voir chez Adair. Donc vous avez un premier volume ici et le même derrière. C'est pas grave, on peut rester sur celui-là. Alors on ne s'en rend peut-être pas compte comme ça. Je pourrais peut-être le montrer un peu pour voir la tranche. Vous voyez, ce sont des volumes extrêmement épais, extrêmement lourds. Alors assez typique des albums photos de l'époque, une reliure qui est assez bien faite parce qu'elle s'ouvre bien et avec des montages sur onglet. Voilà. Et donc quand j'arrive chez Adair, la première chose qui me frappe, c'est la reliure avec ce titre en 3 langues. Donc vous l'avez d'abord en russe, au milieu en arménien et puis en bas en français, avec le nom du photographe. Je vois non. D'abord le nom de la personne qui a organisé les expéditions archéologiques, et puis ensuite le nom, du photographe. Alors, quand on ouvre la reliure, on a la chance d'avoir ici en haut la signature du relieur. Voilà, en russe. Voilà, au Ziber à Tiflis, c'est-à-dire à Tbilissi, en Géorgie.
s'il est possible de passer au PowerPoint. Voilà. Alors, j'ai fait quelques recherches évidemment sur ce Ziber. Voilà. Alors là, vous avez une publicité de ce relieur dans le Caucase illustré en 1891. En fait, alors c'est son orthographe, je dirais, soit francisé, soit russisé. Il est d'origine germanophone. Donc en fait, son véritable nom, c'est S-I-E-B-E-R-T, Siebert. Et j'ai retrouvé son prénom, Otto Siebert, qui s'est installé à Tiflis, ou en tout cas qui a repris une affaire à Tiflis en 1881. Il faut savoir que la ville de Tiflis, à cette époque, est extrêmement cosmopolite. Et vous avez notamment une importante communauté allemande qui s'est installée dans la ville, dont ressort très probablement ce Ziber. Alors, son activité est tout à fait typique de l'époque. Hein, vous voyez, il a une petite activité de papeterie, de souvenirs divers, et à côté de ça, il fait de la reliure. Et diapositive suivante. Voilà, je vous ai fait un petit florilège de ce que j'ai pu trouver, le peu que j'ai pu trouver finalement sur ce relieur sur Internet. Alors vous voyez, parfois il reproduit des images de Moucha. Et puis, donc, il fait de la reliure. Là, je vous en ai mis quelques-unes par ordre chronologique, en fait. Donc, la plus ancienne est en haut à gauche, avec cette belle plaque, hein, vous voyez, sur tout le plat de la reliure, cette plaque dorée. Et puis, la plus ancienne est en bas à droite. On est en 1917. Il a l'air de disparaître en 1917, peut-être dans la Révolution russe, ça je ne sais pas. Le mystère demeure sur ce qu'il devient après cette époque-là. En tout cas, il est très actif dans toute cette... donc à la fin du 19e siècle et jusqu'à la guerre de 14. Et vous avez notamment là l'avant-dernière reliure, qui est une reliure justement de photographie d'Ermakov. Donc apparemment, il faisait pas mal de petits recueils de photos d'Ermakov pour des clients, peut-être des touristes. On va revenir sur l'ouvrage. Alors l'autre élément évidemment, qui attire tout de suite quand on consulte l'ouvrage, et que je le consulte chez Adair, c'est la dédicace, qui est extrêmement importante, puisque, alors elle est en arménien, il s'agit d'une dédicace de Lalayan, adressée à un certain Azarian, Malik Azarian, qui en fait est le mécène concrètement de Lalayan, qui était un industriel de Tiflis, en tout cas très actif, un bienfaiteur, je dirais, de la ville de Tiflis à cette époque. Il avait en fait des mines de cuivre, donc il était extrêmement riche. Et donc il finançait de toute évidence toutes les recherches de Lalayan. Donc très naturellement, Lalayan lui a offert en fait ses albums en remerciement de ses financements. Alors ça, c'est très intéressant pour moi, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ces photos, fondamentalement, on peut les trouver ailleurs, elles ne sont pas uniques. Par contre, ce choix de photos assemblé et dédié à une personne qui a financé les expéditions, ça, évidemment, c'est unique. Et c'est beaucoup plus intéressant, parce que ça dit beaucoup de choses, évidemment. Ça dit comment on fait de l'ethnographie, comment on fait de l'archéologie à cette époque, comment tout ça est financé et comment tout ça s'agence. Donc ça, évidemment, pour nous, c'est tout à fait intéressant. Et comme si ça ne suffisait pas, alors il faudrait que je change de volume. Celui-ci est assez peu annoté, mais le deuxième volume est beaucoup annoté. Voilà, vous voyez par exemple sur cette page-là, en haut, vous avez des annotations en arménien, très probablement de la main de Lalayan lui-même. Donc là aussi, c'est très intéressant. Alors, concrètement, Lalayan, en fait, décrit les images, hein, très, très logiquement. Mais c'est utile parce que, alors, de son côté, Ermakov ajoutait des légendes à ces images. Hein. Vous avez des légendes typographiées sous les images d'Ermakov qui sont en russe. Alors, dans ces albums, en l'occurrence, apparemment, les légendes en russe ont été coupées. Il y en a quelques-unes qui restent, mais la plupart ont été coupées. Et quand on les analyse de près, puisqu'évidemment, après avoir acquis les albums, on a commencé le dur labeur, c'est-à-dire la description et l'identification des images, on s'est aperçu que les légendes d'Ermakov n'étaient pas toujours très justes. Il y a des erreurs.
Et donc, évidemment, les légendes de l'Alaïane peuvent être intéressantes et parfois elles apportent des détails qu'on ne connaissait pas. Voilà. Donc, elles sont tout à fait utiles et intéressantes. Voilà. Alors, l'autre élément qui m'a beaucoup intrigué aussi, quand j'ai regardé les albums pour la première fois, c'est que, alors on en a un exemple sur cette planche-là, vous avez également des annotations en français. Voilà. Ah, c'est un petit peu trop, là, je crois. Oui, voilà. Vous avez ici, en l'occurrence, fini. Alors, vous avez des annotations très laconiques en français, du genre fini, fait, à refaire. Et alors, comme j'ai commencé à étudier un petit peu, je dirais, le travail de l'Alaïane autour de ces expéditions, je savais que l'Alaïane avait prévu des publications scientifiques, aussi des publications plus grand public, avec des tirages de planches, des tirages de photos montées sur des cartons avec des légendes imprimées. Je me suis dit, c'est peut-être la trace d'un travail chez un éditeur, en l'occurrence peut-être un éditeur français, et donc l'éditeur aurait annoté en disant, bon, ça c'est à refaire, ça ne va pas, etc. etc. Hypothèse de départ. Parce qu'effectivement, il y a quand même un problème avec ces albums. Donc, ils sont dédiés à Malik Azarian, avant la guerre de 14, et puis évidemment la révolution russe arrive, et le pauvre Azarian, si je puis dire, voit ses biens confisqués par les soviets. Donc du jour au lendemain, grosso modo, il se retrouve totalement ruiné, et en fait, il meurt dans la misère en 1923. Je sais cependant qu'il a réussi, entre-temps, à envoyer sa famille en France. Donc, la question se pose de ses biens, et notamment de sa bibliothèque. On peut imaginer que ce volume est allé dans sa bibliothèque. Où ce volume est-il passé et pourquoi est-il réapparu sur le marché français en 2020 ? Il y a un gros point d'interrogation, je dirais, entre les années 1910 et puis les années 2020. Donc, au début de mes recherches, il y a cette hypothèse d'une publication prévue par l'Alaïane et probablement avortée, puisque jusqu'ici, je n'ai pas retrouvé ces fameuses publications annoncées par l'Alaïane, dont d'ailleurs Sipana vous parlera après. Et j'en ai fini pour ma partie. J'ai encore une chose à vous dire. Autre élément un peu troublant pour le volume, c'est son état. Parce que ne nous le cachons pas, il est en assez mauvais état. Alors, vous voyez, vous avez des plats détachés. Alors, celui-là, ça va encore, c'est le feuillet de garde. Mais si on cherche un petit peu, vous voyez, vous avez des planches qui sont arrachées. Il manque certaines planches. Et en fait, quand je suis allé les voir chez Adair, les planches détachées étaient en vrac à côté des albums. Et il y a eu d'ailleurs tout un travail pour arriver à les remettre à leur place, soit en fonction de leur place a priori logique dans les albums, soit en étudiant les déchirures des onglets pour voir quand elles coïncidaient avec la partie de l'onglet qui reste dans la reliure. Voilà. Alors, je crois que c'est sur l'autre volume. Je vais peut-être pas le changer, mais vous voyez, vous avez parfois des taches. Ils sont très, très salis. Je crois que c'est sur l'autre. Je peux quand même vous le montrer. Est-ce que c'est sur celui-là? Je l'espère. Non, excusez-moi, je ne retrouve pas la page. En tout cas, des ouvrages en très mauvais état qui semblent indiquer que, entre guillemets, ils ont vécu. Donc, je ne sais pas exactement par où ils sont passés, mais en tout cas, ils n'ont pas dormi tranquillement dans une bibliothèque pendant un siècle, très clairement. Et on en reste là pour le moment. En tout cas, nous avons acquis ces albums et je pense que c'était une bonne acquisition. Et à partir de ce moment-là, a commencé le travail d'étude et de recherche sur ces albums. Et là, je laisse la parole à Sipana qui va vous expliquer ce qu'on a découvert sur ces albums. Merci beaucoup, Jérôme, pour ces éclaircissements sur le contexte d'acquisition des albums par l'Institut national d'histoire de l'art. Pour ma part, je souhaite présenter, à travers ma perspective d'archéologue, le contexte scientifique entourant la création de ces deux albums, leur place dans l'œuvre de Yervant Lalayan et de Dimitri Ermakov, ainsi que leurs nombreux enjeux scientifiques et patrimoniaux.
Bien que ces albums revêtent un intérêt particulier pour les archéologues et les historiens de l'art qui se spécialisent sur les monuments de l'Arménie médiévale, je tâcherai de mettre en lumière leur pertinence au-delà de ces deux disciplines spécifiques. Avant tout, un point sur le contexte général, car ces albums ont été préparés par Yelvin Tlalayan dans le cadre de ses recherches et donc, plus généralement, à l'époque où se développent et s'institutionnalisent les disciplines s'attachant à l'étude des sociétés humaines dans le Caucase du Sud au tournant du XXe siècle, comme l'archéologie et l'ethnologie. À partir du dernier quart du XIXe siècle, de nombreuses études ethnologiques, archéologiques ou encore linguistiques sont menées par les savants arméniens, études qui sont le fruit de la rencontre de deux mouvements qui se sont développés durant le siècle et qui ont marqué les milieux intellectuels, l'orientalisme et le romantisme national. Ces mouvements ont respectivement contribué à construire, dans l'imaginaire russe et européen, un Orient caucasien exotique et idéalisé, tout en créant chez les populations concernées, donc notamment chez les Arméniens, mais on observe le même phénomène en Géorgie, la nécessité de renouer avec leur identité nationale et de mieux se connaître, suscitant un profond intérêt pour l'étude de leur langue, des traditions orales, des pratiques culturelles et des vestiges de leur passé. Par leur ancienneté et leur originalité, ceci permettait de légitimer l'existence même de la nation arménienne face aux empires dominants, à savoir l'Empire russe et l'Empire ottoman, à une période où prospère le concept d'État-nation. C'est à travers cette ambition de s'affirmer et de mieux se connaître que les intellectuels, comme Tlalayan, se sont intéressés aux vestiges archéologiques et aux traditions locales, suscitant le développement de campagnes de fouilles et de prospection dans le Caucase du Sud. Considéré comme le père de l'ethnologie arménienne, Yelvin Tlalayan était un savant polyvalent. En plus de son rôle éminent dans le développement de l'ethnologie, il a apporté une contribution inestimable à diverses disciplines connexes telles que l'archéologie, la folkloristique ou encore l'épigraphie. Né en 1864 à Alexandropol, la Gyumri actuelle en Arménie, Yelvin Tlalayan a vécu une vie riche et mouvementée comme de nombreux intellectuels de son époque. Il fait ses études à l'école Nersissian à Tiflis, enseigne dans des écoles arméniennes dans le sud de la Géorgie, à Khaltiri et à Khalkalaki, et dans sa ville natale, à Gyumri, puis il part en Europe. Il étudie à la faculté des sciences sociales de Genève, dont il est diplômé en 1894, travaille ensuite 6 mois chez les frères méritalistes à Vienne, donc un ordre monastique catholique arménien, et vient même présenter ses travaux à la Société d'anthropologie de Paris en 1895. Il commence déjà ainsi à se tisser un réseau parmi l'intelligentsia arménophile en Europe. Il retourne ensuite dans le Caucase, d'abord à Chouchi, la capitale du Haut-Karabakh et comme Tiflis, un des foyers intellectuels et culturels arméniens, où il enseigne de nouveau, avant de se consacrer entièrement à ses travaux de recherche. C'est à ce moment qu'il fonde Azgagrakan Handes, la revue ethnographique publiée en 26 volumes, le premier à Chouchi et les suivants à Tiflis. Peu après, il fondera la Société de publication ethnographique en 1900, renommée la Société ethnographique arménienne en 1905. Cette société et sa revue jouèrent un rôle crucial dans le développement et dans la diffusion des travaux scientifiques en Arménie. Je renvoie d'ailleurs à l'article très complet de Claire Mouradian sur ce sujet, dont la référence apparaît en bas de l'écran. Or, cette revue est étroitement liée aux albums que vous avez sous les yeux, puisque la documentation photographique a été réalisée dans le cadre des missions de Tlalayan, dont les résultats étaient publiés dans la revue. Ainsi, dans la préface de son étude consacrée au monastère du Vayotzor, dont les photographies se trouvent dans un des albums, Tlalayan explique « J'avais personnellement photographié ces monastères pour la première fois en 1904, mais un groupe de bandits vola les négatifs, en même temps que mes effets personnels et la documentation folkloristique que j'avais recueillie. Ainsi, en 1908, j'ai emmené avec moi, à mes propres frais, le photographe Ermakov, et j'ai réalisé un album photographique à partir de ces photographies. » On apprend donc que Tlalayan a fait appel à Ermakov en 1908 pour renouveler sa documentation photographique disparue, et ce, avec ses propres moyens, ce qui était extrêmement coûteux à cette époque, en particulier en raison du coût de transport du matériel photographique. En se tournant vers Ermakov, Tlalayan ne fait pas appel à n'importe quel photographe, mais au photographe le plus réputé pour la couverture photographique des monuments, des paysages et des populations du Caucase. Né en 1845 d'un père italien et d'une mère russe molokane dont il a gardé le nom, Dimitri Ermakov s'est formé à la photographie dans le cadre de ses études de topographie à l'Académie militaire d'Ananouri, en Géorgie, comme de nombreux photographes de sa génération. Sa collection photographique est abondante et très variée.
On y trouve infrastructures et scènes militaires. Il est notamment désigné par le tsar russe photographe officiel de la guerre russo-turque de 1877-1878. On trouve également des paysages urbains, ruraux, mais aussi plus généralement des portraits des différents groupes ethniques du Caucase, posant avec leurs costumes traditionnels dans son studio photographique à Tiflis, ouvert vers 1870. Il est particulièrement fameux pour son activité dans le Caucase, mais il a également été appelé à travailler dans les empires ottomans et perses, et est même nommé photographe de cour de Shah Nasser ad-Din. Les quelques images à l'écran, choisies pour illustrer cette polyvalence d'Ermakov, proviennent de sa collection photographique conservée au Musée national géorgien à Tbilissi. Ces collections ont fait l'objet d'un projet de conservation et de numérisation dans le cadre d'une collaboration entre le Musée national géorgien et le Musée de la photographie des Pays-Bas, projet qui a abouti à une importante publication dont les références apparaissent également en bas de l'écran. Comme l'Alayan, le réseau d'Ermakov s'étend jusqu'en Europe, notamment à Paris, où il participe à plusieurs expositions, vend ses photographies aux savants qui en font l'acquisition pour leur bibliothèque, comme Gabriel Millet ou Jacques Doucet, et est même membre de la prestigieuse Société française de photographie. Parallèlement à son activité principale dans le studio, Ermakov participe à de nombreuses expéditions, en particulier archéologiques. Il est membre de plusieurs sociétés savantes, comme la section caucasienne de la Société archéologique de Moscou, et est donc souvent sollicité comme photographe lors des expéditions archéologiques, en particulier en Géorgie, y compris des terrains de fouilles durant lesquels il photographie non seulement les sites, mais également les artefacts mis au jour. Ermakov excellait tellement dans ce type de mission qu'il pouvait garantir la couverture photographique complète des monuments et des sites sans même recevoir d'instructions spécifiques de la part des archéologues qui le commissionnaient. Il avait l'habilité de cerner quels détails capturer, sous quel angle photographier les monuments afin que la documentation puisse servir aux chercheurs. Cette expertise lui valut d'être l'un des photographes les plus recherchés parmi l'élite intellectuelle du Caucase, de Russie et d'Europe. Il est intéressant de remarquer que l'Alayan, dans sa préface, précise avoir élaboré des albums à partir de ces clichés. Il déplore néanmoins un peu plus loin qu'en raison de leur coût élevé, seules quelques institutions scientifiques, personnalités et musées étrangers et russes ont eu la possibilité d'acquérir cette documentation. Effectivement, nous savons que quelques années auparavant, en 1910, l'Alayan avait publié une annonce à la fin de sa revue pour 2 albums photographiques, l'un sur le Vayotzor, l'autre sur le Geralkonik. Dans cette publicité, l'Alayan explique que chaque album comprend des photographies de paysages, de monastères, d'inscriptions, de scènes ethnographiques de la région, ainsi qu'une carte. Par ailleurs, chaque album comporterait 126 photographies, une notice succincte et des légendes, en arménien, en russe et en français. Nous n'avons pas, à ma connaissance, d'exemplaires de ces albums en France. En revanche, après quelques recherches, j'ai découvert que 2 exemplaires sont conservés au Maten Adaran, l'Institut des manuscrits anciens de Mesrop Mashtots, en Arménie. Ces albums sont même actuellement exposés à l'Institut dans une exposition temporaire inaugurée en novembre dernier et commissionnée par Dr Yvette Tajarian, que je remercie pour nos précieux échanges et les photographies qu'elle m'a transmises. Chercheuse au Maten Adaran et professeure associée à l'Université d'État d'Erevan, Yvette Tajarian se spécialise sur l'histoire de la photographie arménienne et plus particulièrement sur Antoine Sévrugin, l'un des plus grands photographes de l'Empire perse, d'origine arméno-géorgienne et qui fut d'ailleurs formé par Ermakov à Tiflis. L'exposition met en avant les fonds photographiques de l'Institut, y compris d'Ermakov et de Sévrugin, mais aussi de nombreux autres photographes du XIXe et XXe siècle qui œuvrèrent au sein des empires russes et ottomans. Les albums du Maten Adaran correspondent tout à fait à ce qui est décrit dans l'annonce. Ils sont dotés d'une notice trilingue, les photographies sont légendées et le nombre de photographies concorde. Si ces ouvrages peuvent rappeler par leur titre et leur reliure ceux que nous avons sous les yeux, en réalité ce ne sont pas les mêmes. Les albums de Lian Hacha n'étaient pas prévus pour la vente. Comme l'a expliqué Jérôme, ils ont été préparés spécialement pour le mécène de Yervant l'Alayan, Alexandre Melik Azarians, philanthrope et homme d'affaires arménien de Tiflis. En effet, il faut rappeler que si l'Alayan était le responsable scientifique et administratif de la revue et de la Société ethnographique arménienne, c'était le soutien financier de Melik Azarians, président de la société, qui en assurait l'existence. Une lettre écrite de la main de Yervant l'Alayan en 1900 révèle les grandes difficultés financières à laquelle la revue était confrontée. Cette lettre est adressée à l'archimandrite Garegin Hovsepian, membre de la confrérie de Saint-Etchmiadzin, à savoir le siège de l'Église apostolique arménienne,
et qui deviendrait une cinquantaine d'années plus tard catholicos du Saint-Siège en Cilicie. Parallèlement à ses fonctions ecclésiastiques, Garégui Hovsepian était aussi archéologue et contribuait à la revue ethnographique. Nous pouvons ainsi lire dans cette lettre « Votre Excellence, compte tenu du fait que bien avant l'apparition de la revue ethnographique, Votre Excellence a manifesté sa sympathie pour les données ethnographiques et n'a guère épargné ses efforts pour les sauver de leur perte, j'ai l'honneur de faire appel à Votre Excellence et de demander votre soutien pour poursuivre la publication de la revue ethnographique et l'améliorer aussi possible qu'il le soit. Les pages de la revue s'ouvrent à Votre Excellence et j'espère que vous soutiendrez également sa diffusion, car je devrais y mettre fin si je ne trouve pas de contributeurs. Chaque volume coûtant 500 roubles, nous avons déjà un déficit de 3000 roubles dont je dois la moitié à l'imprimerie, à la papeterie et à d'autres. En sollicitant Votre Excellence et quelques autres personnes, je tente une dernière fois de préserver la revue du risque imminent de cessation. Sa longévité et son perfectionnement dépendent de votre sympathie et de votre soutien. » On peut se demander si Melik Azarian fait partie de ces quelques personnes à qui Lalayan a fait appel en cette période critique. Ce qui est certain, c'est que son mécénat fut absolument vital pour la revue, qui perdurera encore une quinzaine d'années. Les albums que nous avons sous les yeux, préparés spécifiquement pour Melik Azarian, sont sans doute un témoignage de sa reconnaissance, tout en étant une forme de compte-rendu des missions qu'il avait parrainées. En cela, la photographie que nous avons sélectionnée comme visuelle pour cette conférence est particulièrement intéressante. Elle représente Yelvant Lalayan, identifiable par sa physionomie, assis et prenant des notes devant le portail méridional de l'église Saint-Grégoire de Kécharis. Cette photographie présente un intérêt à plusieurs égards. Tout d'abord, il est intéressant de remarquer qu'elle présente un défaut qui n'apparaît pas sur d'autres tirages du même cliché, comme ceux conservés à la photothèque Gabriel Millet de l'EPHE ou chez les pères méritaristes de Vienne. Ce défaut, à savoir l'encadrement décoloré de formes rectangulaires qui forment le contour de la photographie, suscite la question de savoir si cette épreuve ne proviendrait pas d'un autre tirage qui était lui encadré et dont la Marie-Louise aurait décoloré le papier. Si cela était le cas, alors cela a été probablement fait par Lalayan lui-même, et ce défaut pourrait révéler ainsi un indice sur la vie parallèle de ce cliché. En outre, cette photographie est intéressante car elle illustre de manière fort éloquente le style et le regard particulier d'Ermakov, qui s'observe d'ailleurs sur des clichés réalisés dans le cadre d'autres missions. J'ai choisi pour exemple cette photographie du portail occidental du Gavit de l'église Saint-Signe de Harpat, dans le nord de l'Arménie. Le fait de photographier un individu aux côtés du monument qui constituait le principal objet de la photographie était une pratique assez courante à cette période, permettant de suggérer les dimensions du monument. Néanmoins, chez Ermakov, ce procédé ne semble pas seulement obéir à une fonction technique. On peut y lire également une sensibilité artistique manifestée dans la composition harmonieuse de ces photographies et dans une forme de mise en scène des sujets qui sont photographiés avec leurs attributs, le savant avec son carnet de terrain, le prêtre avec un livre liturgique. Bien qu'Ermakov n'ait pas suivi d'études en histoire de l'art, cette sensibilisation s'explique certainement par le réseau d'historiens de l'art qu'il entretenait, dans le Caucase comme en Europe. Enfin, avant de passer aux photographies dans les albums, je voudrais dire quelques mots sur ce réseau, car c'est en partie grâce à lui que d'autres collections aujourd'hui possèdent les mêmes tirages, on l'a vu, l'Institut catholique de Paris, le Congrès Meritaliste de Vienne, l'Université de Vienne, le Matenadaran ou encore la photothèque de Gabriel Millet. J'en profite pour remercier Ioanna Rapti, directrice d'études à l'École pratique des hautes études et de sa collection chrétienne et byzantine, pour nos échanges très stimulants et pour l'accès aux photographies conservées dans le fond. La figure de Gabriel Millet est particulièrement intéressante car sa photothèque ainsi que ses correspondances attestent le rôle fondamental qu'il a joué dans le réseau de savants depuis le Caucase jusqu'aux instituts français. Historien de l'art byzantin, Millet s'est intéressé de près aux monuments arméniens et géorgiens qu'il a inclus dans ses publications, notamment dans son ouvrage intitulé « L'école grecque dans l'architecture byzantine », publié en 1911, où figurent d'ailleurs certains des clichés de nos albums. Comme l'a mentionné Jérôme, il a aussi activement contribué à la constitution de la documentation photographique de la Bibliothèque d'art et d'archéologie et de l'acquisition des photographies d'Ermakov. L'étude de ces différents fonds photographiques, des documents qui y sont liés, comme les correspondances, et des nombreuses publications caucasiennes et européennes utilisant ces photographies, est très éclairante pour reconstituer ce réseau académique à l'aube du XXe siècle. Il y a par exemple, au Collège de France, une lettre que Lalayan a écrite à Millet, et je remercie Ioanna Rapti de me l'avoir communiquée, où on peut lire «
Je vous envoie la description du monastère d'Artamar ainsi que les listes des photographies concernant le vilayet de Van au nombre de 220, dont le prix est de 200 francs. Vous me dites que vous avez déjà une belle collection de photographies d'Ermakov. Monsieur Ermakov en a plusieurs. Est-ce que vous souhaitez la collection de photographies des antiquités du Novo Bayazet et de Sharuj Daralaguez, photographiées personnellement par monsieur Ermakov sur place? Si vous en désirez, je peux vous envoyer au prix de 300 francs. Donc ici, l'Alayan fait bien entendu référence aux mêmes photographies qui se trouvent dans ces albums, donc Novo Bayazet correspondant au Gerard Kunik et Sharuj Daralaguez au Vayotzo. Et nous savons aujourd'hui que ces photographies ont effectivement été achetées par Millet, puisqu'on les trouve dans sa photothèque. On observe ainsi un réseau très connecté de savants, s'intéressant à l'art du monde byzantin jusque dans ses périphéries, une dimension que nous sommes d'ailleurs en train d'explorer au sein d'un volet du programme de recherche dirigé par Ilaria Andreoli, conseillère scientifique à l'INHA, intitulé « La bibliothèque d'art et d'archéologie de Jacques Doucet, corpus, savoir et réseau ». Je vous propose donc à présent de nous pencher plus précisément sur le contenu photographique des albums et afin de vous présenter les intérêts pour la communauté scientifique. Donc, le premier volume que nous allons voir est celui du Vayotzor, qui contient 137 épreuves photographiques, puis nous verrons celui du Gerard Kunik, qui en contient 94. Donc, le temps ne me permet pas de vous présenter chacune de ces photographies, mais je tendrai, à travers une sélection, d'en montrer la richesse, la variété et les enjeux. Donc nous pouvons commencer ici avec cette photographie exactement du monastère de Noravank, donc littéralement nouveau monastère en arménien. Également appelé Noravank d'Amaru, du nom du village le plus proche, ce monastère a été fondé au début du XIIe siècle, mais ses vestiges datent principalement des XIIIe, XIVe siècles, lorsqu'il est devenu le siège épiscopal de la Sunni et le panthéon des Orbélians, famille princière qui gouvernait cette région de l'Arménie médiévale. On peut passer à la suivante. L'album compte 41 photographies du monastère de Noravank. Et il y en avait sans doute davantage, car il manque quelques feuillets, ce qui représente tout de même environ un tiers de l'album qu'il partage avec 12 autres sites. Cette place importante accordée au monastère n'est toutefois pas surprenante, car celui-ci est extraordinaire du point de vue de sa créativité architecturale, de l'originalité de son décor sculpté, de son intérêt épigraphique, ou encore de l'inclusion si harmonieuse du monastère dans le paysage naturel formé de falaises ocres. Après avoir grandement souffert d'un séisme en 1931, le monument a été rénové entre les années 80 et 2000 et constitue aujourd'hui l'un des monuments les plus visités en Arménie. La couverture photographique offerte par Ermakov et Lalayan est très complète. On y trouve plusieurs photographies représentant l'ensemble des édifices du monastère, mettant en évidence leur emplacement et leur relation avec le paysage. Mais il y a également de nombreuses photographies détaillant chaque façade et leurs détails, comme illustre cette photographie de la façade orientale de l'église mausolée Sainte-Mère de Dieu. Sur le côté, une annotation manuscrite en arménien lit Amaru Surpasvatsatin Yekeretsi, Arevelian Pate, donc l'église Sainte-Mère de Dieu d'Amaru, mur oriental, suivi de Burtel Ishranat Ishran Shinere, le prince des princes Burtel l'a construite. Donc Burtel Orbelian, qui était effectivement le commanditaire de cette église. On appelle ainsi également Burtel Hachen. Cette annotation est accompagnée de la datation de l'édifice, à savoir 1338-1339. Je souhaiterais faire une parenthèse sur ces annotations, car leur présence, comme l'a dit Jérôme, est très intéressante, et c'est cela qui rend aussi ces albums uniques. Elles identifient le plus souvent les monuments et les scènes ethnographiques. Quelques-unes comparent les monuments avec d'autres sites. Elles sont écrites au crayon et ne sont pas très soignées. Au fur et à mesure des pages, les mots sont abrégés, comme s'ils avaient été faits dans la précipitation. L'hypothèse actuelle est qu'elles soient de la main de Lalayan, en raison de la description très précise des images et de la langue mélangeant arménien oriental et occidental, rappelant le dialecte de Gyumri dont le Lalayan était originaire. Si Lalayan n'a sans doute pas offert les albums ainsi à Melik Azarians, il est possible que ce dernier lui ait demandé plus tard d'identifier les photographies. Des études graphologiques permettraient peut-être de vérifier cette hypothèse. Pour en revenir à Noravank, il faut signaler que les photographies s'attardent également sur les détails des édifices. Ermakov a non seulement photographié chaque façade,
mais également chaque fenêtre des façades qui bénéficie ainsi d'une photographie isolée, comme on peut le voir ici sur cette photographie de la fenêtre inférieure de la façade nord de l'église Sainte-Mère de Dieu. Enfin, Ermakov a aussi photographié les nombreuses inscriptions qui couvrent les façades et les murs de ce monastère, ainsi que des monuments mineurs qui s'y trouvent, comme les khachkar, qui sont ces plaques de pierre sculptées d'une ou plusieurs croix qui étaient emblématiques de l'art arménien. Ainsi, nous avons ici une documentation photographique très complète, détaillée, réalisée par et pour des savants qui s'intéressent aux monuments, à leurs décors et à leurs inscriptions. Je rappelle que, bien entendu, toute cette documentation est liée aux études de Lalayan qu'il a publiées dans plusieurs volumes de la revue Asgagrakan Handes, et notamment dans sa monographie dont nous avons lu la préface, à savoir Vayotzori Neshanavor Vanker, monastère important du Vayotzor, ou d'après son titre français, monument du district de Charur d'Alalaguez, car en effet les sommaires de la revue ethnographique ainsi que les légendes étaient rédigés en arménien et en français. Nous allons maintenant voir un autre monument, un peu moins célèbre mais tout aussi fascinant, le monastère de Tsakhatskar. Ce monastère se situe non loin du village de Yeregis, qui fut la résidence princière des Orbelian. Il est composé de deux groupes. Le groupe occidental, daté du Xe siècle, qui n'est pas représenté dans l'album, et le groupe oriental, daté de 1041 par les sources historiques et épigraphiques, mieux conservées. Ce groupe est composé de deux édifices, une chapelle mausolée, on voit à gauche, donc, dont l'architecture et le décor sont assez exceptionnels, notamment avec ces deux hauts khachkar qui flanquent l'entrée, et l'église Saint-Jean-Baptiste, qui présente un riche programme décoratif, donc c'est la suivante, et des inscriptions dont le traitement révèle une grande finesse. C'est celle de... Non, c'est l'autre. Sans pouvoir en faire une description détaillée, dans le cadre de cette conférence, j'essaierai d'aborder quelques points qui illustrent l'intérêt des photographies d'archives pour les archéologues. Donc, si on s'approche un peu de cette façade sud, on peut voir un grand portail rectangulaire dont l'encadrement est constitué d'inscriptions et de frises végétales qui s'alternent. Et au-dessus, l'image d'un aigle tenant dans ses serres un bélier ou un agneau. Ce motif, habituellement interprété comme un emblème princier, se trouve sur de nombreux autres monuments commandités par la famille Orbelian, qui figurent d'ailleurs sur cet album, dans cet album. Et ici, on peut passer au PowerPoint. On peut donc ici voir d'autres exemples où apparaît ce motif. Par exemple, à Saint-Sion de Helher, ermitage fondé au 8e siècle mais remanié au 13e, 14e siècle, ou encore le monastère de Tanaat ou Tanativank, datant principalement du XIIIe siècle. Or, dans les photographies de Tsakhatskar, prises durant la deuxième partie du XXe siècle, comme par exemple celle des Thierry, datée de 1977, la plaque sculptée s'est détachée de la façade, probablement suite au séisme de 1931. Il est d'ailleurs intéressant de voir la manière dont cette plaque est mise en valeur dans des images du monastère qui circulent, comme on l'observe par exemple sur la couverture de cette carte guide illustrée des monuments architecturaux et historiques de l'Arménie soviétique, préparée en 1965. Le groupe oriental du monastère a depuis été restauré et la plaque a retrouvé sa place, comme l'illustre cette photographie prise en juin dernier. L'utilité des archives pour retracer l'évolution d'un monument apparaît clairement, surtout lorsque celle-ci peut être significative au cours d'un siècle. Un deuxième point que cette photographie permet d'aborder est la possibilité qu'offrent les archives d'accéder à des éléments aujourd'hui disparus, même lorsque le monument a été conservé, voire rénové comme ici. Au premier plan, on voit une plaque sculptée où l'on identifie une figure portant un modèle d'église. L'iconographie du donateur portant le modèle miniature de l'église commissionnée est très fréquent dans l'art médiéval, y compris en Arménie et en Géorgie, où il apparaît souvent sculpté sur les façades de l'église en question.
Dans le contexte arménien, nous avons par exemple ce motif à Dadivank dans le Haut-Karabakh ou encore à Artamal en Turquie actuelle. Néanmoins, à ma connaissance, ce décor à Tsakhatskar n'est plus sur le site et n'est pas conservé dans les structures muséales. Donc cette photographie et la description de l'Alayan qui l'accompagne dans la revue sont peut-être les seules traces de ce décor. Donc je propose à présent de passer à l'album Gerhard Kunik pour présenter d'autres intérêts de ces albums et plus particulièrement, nous allons voir les photographies de Sevan. Donc on commence d'abord avec la photographie du paysage. C'est la photo 26. Avant oui, c'est encore ce problème de... Voilà. Oui. Voilà. Page arrachée. Voilà. Donc Sevan est le nom du plus grand lac en Arménie et plus généralement du Caucase. Ses rives préservent de nombreux monuments et sites archéologiques, comme les monastères de Sevan, Sevanavank et de Hayravank, ou encore le cimetière de Noratus et ses quelques 700 khachkars, sites qui sont d'ailleurs tous représentés dans ces albums. Ce qui est remarquable et très précieux dans la couverture photographique qu'en offre l'album, c'est l'hétérogénéité de la documentation qui illustre à la fois la polyvalence d'Ermakov et les intérêts pluridisciplinaires de l'Alayan. On a ainsi des photos du paysage, avec ici donc à droite, on peut voir le monastère de Sevan sur les hauteurs du lac. Nous avons aussi des photographies des bâtiments monastiques, avec par exemple à gauche donc, cette photographie de l'église Sainte-Mère de Dieu du monastère de Sevan. Donc, comme à Noravank, on a également donc, des vues générales des monuments, mais aussi des détails sur leurs décors et leurs inscriptions. Sur la page suivante, donc qui est juste à côté, en face, voilà, on peut voir qu'il y a une attention particulière portée à certains monuments mineurs. Donc, par exemple ici, ce Khachkar, daté de 1659, qui est particulièrement célèbre pour son iconographie abondante et originale, se distinguant donc de la majorité des Khachkars qui sont le plus souvent aniconiques. Donc on peut voir ici, sur le registre supérieur, une croix flanquée à droite d'un Christ trônant, entouré du tétramorphe. À gauche, une deuxième représentation théophanique du Christ, avec un Christ-croix autour duquel volent les anges sonnant la trompette. Dans le registre médian, on voit au centre une crucifixion, avec la scène de la Nativité reléguée sur le côté. Et enfin, au registre inférieur, l'Anastasis, la résurrection du Christ. L'Alayan et Ermakov ont aussi documenté des objets liturgiques qui étaient à cette époque conservés à l'intérieur du monastère de Sevan. Nous allons voir par exemple ici ce reliquaire de la vraie croix d'Achot II, reliquaire daté de la fin du XIXe siècle, mais dont la croix, la relique, date des Xe, XIe siècles. On trouve également des textiles liturgiques, comme par exemple ce rideau d'autel ou cette cape. Et j'en profite pour remercier d'ailleurs Nairi Charkoutian, qui est doctorante à l'INHA et qui se spécialise sur les tissus, les textiles liturgiques arméniens, avec qui nous avons échangé à ce propos. Ermakov et l'Alayan ont aussi photographié des membres du clergé, comme ici à droite, donc avec la congrégation de Sevan représentée en groupe. Nous avons également des photographies individuelles de ces membres. Voilà, avec ici, voilà, exactement, la photographie à droite où on peut voir voilà, l'un de ces dignitaires qui fait sonner le kochnak, ou la cimandre en français, une sorte de longue planche de bois ou de métal qui était utilisée pour appeler à la messe et dont l'utilisation a disparu au début du XXe siècle au profit des cloches. Les albums contiennent aussi des photographies de pèlerins, avec ici, justement, voilà, on peut voir sur ces deux images, des photographies donc, des pèlerins. Et donc on sait, grâce aux légendes conservées sur d'autres tirages, qu'il s'agit du désembarquement des pèlerins le 17 août, donc à l'occasion de la fête de l'Assomption, fêtée le dimanche le plus proche du 15 août.
Et cette photographie est intéressante parce qu'elle nous rappelle aussi que, à l'origine, le monastère de Sevan était dressé en haut d'une île. Donc Sevan constituait une île, et c'est la descente du niveau du lac à l'époque soviétique qui l'a transformé en presqu'île et qui fait qu'aujourd'hui, on peut y accéder en voiture. Enfin, cet album contient de très nombreuses photos des populations rurales représentées dans l'exercice de leur métier. On peut voir sur les quelques photos qui arrivent, voilà ici, donc à gauche, une taverne. À droite, on verra ensuite un menuisier. Donc, ces photographies ont été prises à Noratuz, donc le fameux village célèbre pour son cimetière de Khachkar. Et enfin, les albums comportent aussi des photographies des paysans et des traditions locales. Donc, ici à gauche, on peut le voir, une photographie d'un groupe de femmes devant une maison. Et en fait, les annotations de l'Alayan sont très intéressantes pour comprendre ces images, puisqu'on peut lire ici Hambarsman Vijak Hanel, donc qui renvoie à une tradition arménienne liée à la fête de l'Ascension, durant laquelle les jeunes filles tirent leur sort pour l'année qui viendra. Et donc, c'est ce qu'on apprend grâce à la notation. Ainsi, on peut voir la richesse de ces albums, conçus par Ermakov et l'Alayan, qui sont d'ailleurs bien plus enrichis par la documentation textuelle que l'on trouve dans la revue Asgagrakan Handes. Car non seulement on y trouve des descriptions des monuments, mais on a aussi toute une documentation ethnographique de pratiques et croyances qui ont été bien moins préservées que ces monuments, qui sont pour la plupart toujours visibles aujourd'hui. Si on peut passer au PowerPoint. Ainsi, comme l'illustre le sommaire du volume d'Asgagrakan Handes publié en 1908, l'Alayan publie d'abord un article sur le monastère de Sevan en décrivant son histoire, son architecture, le mobilier liturgique, la vie quotidienne de la congrégation. Donc ça correspond à ce qu'on vient de voir dans les photographies. Et dans ce même volume, l'Alayan publie à la suite un deuxième article, cette fois-ci de nature ethnographique, sur les croyances dans la même région. Il y décrit les traces de croyances pré-chrétiennes qui seraient encore préservées dans la région, à travers des rites et des lieux sacrés qui faisaient l'objet de pèlerinages, le culte des montagnes, de l'eau, des pierres, du feu, des animaux, du seuil, donc des lieux de passage, le culte des éléments, des phénomènes physiques, etc. Donc, bien que cet article ne soit pas nécessairement lié aux photographies que nous avons vues dans les albums, il illustre la démarche de l'Alayan et son désir de documenter de la manière la plus exhaustive possible le patrimoine culturel, matériel et immatériel des Arméniens. L'intérêt pour les archives photographiques liées au patrimoine arménien et plus généralement caucasien s'est particulièrement affirmé à l'INHA au cours des dernières années, comme l'illustre l'acquisition de ces deux albums, l'accueil du fonds Thierry, mais aussi l'année dernière l'arrivée du fonds d'archives de Jurgis Baltrušaitis, donc historien de l'art lituanien d'expression française, qui s'est notamment consacré à l'étude de l'architecture et de l'ornement en Arménie et en Géorgie médiévale. Cette effervescence s'insère dans le cadre plus global du développement des études consacrées au Caucase du Sud médiéval à l'international, avec la mise en œuvre de nombreux projets de recherche et de documentation. Je vais ainsi en citer quelques-uns. Le projet mené à l'Université de Fribourg et à l'Université Masaryk portant sur les interactions culturelles dans le Sud-Caucase au Moyen-Âge. Le projet OSCOP, Observer le paysage historique du Caucase du Sud, une archive photographique, menée à l'Université de Ca' Foscari et de Kunsthistoricus Institute de Florence. Le programme de recherche Caucasus Heritage Watch, mené par des archéologues des universités Cornell et Purdue qui surveillent le patrimoine culturel caucasien par imagerie satellitaire, ou encore le projet Monument Watch, plateforme académique de l'Université d'État d'Erevan et de l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris, qui porte plus précisément sur le patrimoine du Haut-Karabakh. Dans cet intérêt pour les archives photographiques liées au patrimoine arménien, on peut bien entendu voir d'une part l'intérêt scientifique pour ce patrimoine qui demeure relativement méconnu dans le milieu de la recherche et qui a encore beaucoup de sources inexploitées qui restent à découvrir. On peut aussi le lier à un renouveau plus global des études historiographiques qui visent à apporter un nouveau regard sur les archives, entre autres photographiques liées à notre discipline. Nous sommes d'ailleurs plusieurs chercheuses à l'INHA à mener des projets de recherche sur des archives de l'archéologie dans différentes régions du monde. Mais il y a aussi évidemment une inquiétude plus générale face à la grande fragilité du patrimoine de cette région.
La récente guerre au Haut-Karabakh, qui s'est soldée par le nettoyage ethnique de la totalité de sa population arménienne, n'a fait que confirmer les craintes des chercheurs se spécialisant sur ce patrimoine. Ces craintes, fondées sur la détérioration, voire la destruction du patrimoine arménien aujourd'hui en Turquie et en Azerbaïdjan, ainsi que sur le révisionnisme historique activement porté par les autorités locales, ont renforcé cette urgence de la documentation et de la valorisation du patrimoine et des archives, à la fois donc, en mettant en œuvre des projets visant à préserver les photographies d'archives qui risquent de se détériorer, particulièrement lorsqu'elles sont conservées trop longtemps dans des mauvaises conditions, mais aussi en documentant de nouveau les monuments, voire certains pour la première fois, avec des techniques comme la photogrammétrie. C'est ainsi que quelques jours après la fin de la guerre du Haut-Karabakh de 2020, un projet de modélisation 3D des monuments de cette région a été mené par le Centre de création numérique Toumo en Arménie et l'entreprise française Iconem, dans laquelle j'ai mis à contribution mon expertise scientifique. Actuellement, Toumo poursuit cette initiative en l'étendant à l'ensemble de l'Arménie et a même pour ambition de sauvegarder les traditions orales rattachées à ces monuments qui seraient mises à disposition avec les modèles 3D. On ne peut s'empêcher de faire un lien entre ces projets actuels et les albums que vous avez sous les yeux et d'une manière générale l'œuvre de Lalayan. Car en effet, pour citer Claire Mouradian dans son article précédemment mentionné, il n'est pas insignifiant que le premier numéro d'Azgagran Handes paraisse au plus fort des massacres hamidiens de 1894-1896 dans l'Empire ottoman, et dont le bilan serait de 200 à 300 000 victimes, avec un nombre équivalent de réfugiés. Ceux qui se replient au Caucase russe, rejoignant les rangs des populations déplacées au cours des guerres russo-turques successives, vont constituer autant de témoins pour l'ethnographe. D'ailleurs, Lalayan renouvellera cette opération de sauvetage des données ethnographiques au lendemain du génocide de 1915, ayant immédiatement mené des entretiens auprès des rescapés venus d'Alashkert, de Van ou encore de Bitlis, qui s'étaient réfugiés en Arménie russe. Grâce à Lalayan et aux différents contributeurs de la revue, des centaines de contes, récits épiques et autres traditions orales ont été sauvegardés dans leurs dialectes et variations régionales. Enfin, nous ne pourrions conclure cette conférence sans évoquer la contribution inestimable de Jean-Michel et Nicole Thierry à la documentation et à la connaissance des monuments arméniens, et dont les travaux reposent d'ailleurs en partie sur la documentation de Lalayan. Historiens de l'art et de l'architecture fascinés par le monde byzantin, les Thierry se sont spécialisés sur les monuments de Cappadoce, d'Arménie et de Géorgie. Donnés à l'INHA en 2017, leurs archives sont composées de photographies, principalement de monuments, mais aussi de populations et de paysages, photographies issues de leurs voyages de recherche menés entre les années 1950 et 2010, de la Méditerranée orientale jusqu'en Asie centrale. À ces photographies est associée une très riche documentation, dont quelques échantillons apparaissent ici. Carnet de voyage, dossier de travail, avec relevé de plans et de décors, cartes ou encore correspondances. À mon arrivée à l'INHA en octobre 2022, au sein de l'équipe d'Héloïse Braque de la Perrière, professeure d'histoire de l'art islamique et conseillère scientifique du domaine histoire de l'art du IVe au XVe siècle, nous avons lancé un projet de recherche et de valorisation scientifique autour de ce fonds, dans le cadre d'une collaboration avec Jérôme Delatour et la bibliothèque de l'INHA. L'objectif est d'une part de rendre le fonds accessible à toutes et à tous, notamment par la numérisation du corpus photographique, et d'autre part de replacer l'œuvre des Thierry dans l'histoire de leur discipline, le travail des Thierry n'ayant jamais été étudié d'un point de vue historiographique. Depuis juillet 2023, nous travaillons parallèlement avec le service numérique de la recherche de l'INHA à l'édition numérique du journal des itinéraires des Thierry, document retraçant l'itinéraire de leur voyage menés entre 1952 et 1998. Le journal des itinéraires, petit document de 67 pages dans ce vaste fonds d'archives, est un journal préparé par le couple à partir de leur carnet de terrain, retraçant pour chaque voyage les sites visités jour par jour, tout en indiquant d'autres informations, horaires, chercheurs rencontrés ou qui les accompagnaient. On a par exemple Patrick Donabédian qui les a accompagnés à cette période, mode de transport, événements scientifiques ou même des incidents. C'est donc un document d'une très grande valeur scientifique qui est complété par les autres documents du fonds, les carnets de terrain, photographies, etc. Une journée d'études, à l'occasion du lancement du projet en novembre prochain, aura pour objectif de dresser pour la première fois un état de l'art de l'œuvre des Thierry et de mettre en lumière l'apport de leurs travaux et par extension du nouvel outil numérique que nous élaborons à l'histoire de l'art et de l'architecture de la Cappadoce, du Caucase du Sud et plus généralement du monde byzantin.
Je redonne la parole à Jérôme pour conclure. S'il est possible de... Ouais. Oui, comme vous l'aurez compris, on travaille activement actuellement avec Sipana sur le fonds Thierry pour le classer, pour identifier les photos, etc. etc. Et c'est à cette occasion qu'on a avancé justement sur l'histoire de ces albums. Alors vous voyez, là vous avez encore un autre type de mention. Alors, difficile de dire la langue. Vous avez Gevert. Alors moi qui suis... conservateur de photographie, évidemment, j'ai l'esprit un peu, enfin, ça biaise mon interprétation des choses. Je vois Gevert, je pense à Agfa Gevert, bien sûr, entreprise bien connue, résultat de la fusion entre Agfa et Gevert en 1964. L'entreprise Gevert existait depuis 1895, produisait du film photographique, enfin ce genre de, enfin film ou plutôt à l'époque papier photographique. Donc voilà, j'étais resté sur mon idée d'édition. Et puis il se trouve qu'une grande spécialiste des études arméniennes, Annie Totoyan Baladian, est venue voir ces albums et m'a dit mais non, j'ai une autre hypothèse pour vous. Ces inscriptions sont beaucoup plus récentes que vous ne le pensez. Elles sont de la main de Jean-Michel Thierry. Grosse surprise de ma part. Et effectivement, je n'y avais pas pensé du tout. Mais en fait, ces albums ont été acquis par les Thierry pour leur recherche, puisqu'évidemment, ces photos sont un élément important des corpus de photographie sur le patrimoine arménien. Et donc... Jean-Michel Thierry, surtout dans les années 90-2000, à la fin de sa vie, a fait beaucoup de photos, de reproductions de photos anciennes pour ses recherches et ses publications. Et il s'intéressait évidemment aux photos d'Ermakov. Il les avait déjà photographiées. Et alors, peut-être après la chute du mur, à une époque un peu de chaos dans les régions qui nous intéressent, se rendant en Géorgie, il est possible que ces albums aient été sur le marché. Quel marché, je ne sais pas exactement, mais en tout cas disponibles, et que les Thierry les aient achetés pour leur propre recherche. Et après cela, Jean-Michel Thierry a annoté de façon un peu cavalière, je dirais, pas très respectueuse du patrimoine, mais enfin, c'est comme ça. Il a noté au crayon pour mentionner les photos d'Ermakov qu'il avait déjà dans sa propre collection de diapositives et celles qu'il devait faire ou refaire ou qu'il avait bougé. Parfois, vous avez la mention bouger. En fait, c'était des annotations pour son travail de chercheur et de reproduction de photographie. Donc, la boucle, en quelque sorte, est bouclée. Sans le savoir, nous avons acquis des albums qui venaient de la collection personnelle des Thierry. Et donc, ça complète évidemment tout naturellement le fond que nous a donné Nicole Thierry en 2017. Voilà. Merci Sipana, merci Jérôme. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Je suis déçue. Ce sont des meules de foin. Ce sont des meules de foin. Oui, on a eu d'ailleurs des interrogations avec Sipana à ce propos. Effectivement, alors on ne connaît pas exactement tous les détails de la chronologie de ces explorations de l'Alayan, hein, d'après ce que j'ai compris. Et effectivement, je me suis un petit peu intéressé à la saison des photographies. Et là, en l'occurrence, il s'agit bien de meules de foin qui sont assez énormes. Alors, je ne sais pas si c'est partout comme ça en Arménie, mais encore dans cette région à l'heure actuelle, on trouve ce type de meules de très grande taille. Juste une mini-question. Merci beaucoup pour ce merveilleux travail. Je voulais savoir la date, l'année des photos de Nora Vank. Alors, elle date sans doute de 1908, parce que c'est donc les photos qui ont été faites dans le cadre de la mission dans le Vayotzor. Et donc, par chance, on a cette préface de l'Alayan qui explique qu'il avait déjà pris en photo ces monuments, mais il s'est fait voler ses photographies, et donc il y retourne en 1908 avec Ermakov.
D'autres questions? Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez montré et raconté. Je voulais savoir si la Bibliothèque nationale a des relations, disons, suivies et quelle sorte de relations avec le Madinataran de Yerevan. Ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille à la Bibliothèque nationale dans l'assistance et qui pourrait répondre? On ne saura pas vous répondre ce soir, je le crains. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais savoir si Ermakov avait fait des missions photographiques dans les provinces arméniennes, mais du côté ottoman, et pas que du côté russe, depuis la guerre russo-turque. Alors oui, a priori, il en a fait. On en a d'ailleurs, il me semble, dans le fonds qui a été acquis par la bibliothèque au début du XXe. À moins que ce soit celle de Lalayan qui est allée, lui, à Artamaj. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un... Annie, oui, on a des photographies. Oui, exactement, on a les photographies d'Annie d'Ermakov. Oui. Mais on ne sait pas exactement si c'est Ermakov ou Bartchevski. Oui, ça serait à vérifier, oui, effectivement. Je ne sais pas dans quelles conditions, effectivement, on pouvait, entre guillemets, se promener en territoire ottoman quand on était photographe, en quelque sorte de l'autre côté. Je ne sais pas. Mais effectivement, il y a, effectivement, dans le fond de l'INH, il y a des photos d'Annie, oui, tout à fait. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation, c'était très impressionnant. J'aimerais bien apporter une petite précision concernant Lalayan. Il était entre 1904 et 1914 conservateur au musée du Caucase qui se trouvait à Tiflis. Et aujourd'hui, au musée national de Géorgie, qui est héritier de ce musée du Caucase, sont conservés les registres d'inventaire rédigés par Lalayan et avec des dessins qu'il a dessinés, même les objets. Donc j'ai eu cette chance de travailler sur ces registres. J'ai une question. Est-ce que vous avez eu l'occasion de contacter le Musée national de Géorgie qui conserve de très grands fonds, plusieurs albums provenant de Ermakov? C'est une question. Et deuxième question aussi, est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler sur la photographie? En fait, d'après mes recherches que j'ai faites sur Ermakov et d'après d'autres personnes qui travaillent sur Ermakov, il est connu qu'il très souvent, il s'est approprié de photographies d'autres photographes. Est-ce que dans les albums que vous avez ici, est-ce que vous êtes sûr que toutes les photos sont prises par lui ou vous avez quand même quelques doutes qu'il a pris des négatifs d'autres photographes? Parce qu'il est connu que, par exemple, pour un photographe géorgien, Roinashvili, ou encore connu sous le nom Roinov, il a acheté ces plaques de verre après son décès, toute la collection, il a renuméroté Ermakov. Donc c'est une question sur laquelle actuellement on travaille beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'information concernant les registres de Lalayan. Donc, j'irai les voir avec plaisir lors de ma prochaine mission en Géorgie. Et d'ailleurs, ça répond à votre question. Donc, je n'ai pas encore vu les archives d'Ermakov au Musée national géorgien, mais je compte y aller cette année. Et pour la question de l'usurpation d'identité, c'est vrai que oui, je connais cette accusation. Et d'ailleurs, je me suis intéressée un petit peu lors de mes discussions avec Yvette Tajarian du Matin d'Alan sur ces albums, parce que si tu peux fermer l'ouvrage pour montrer pour montrer la couverture, enfin la reliure. En fait, les albums sont signés photographe M. Ermakov. Donc au début, je me suis dit, bon, c'est Monsieur Ermakov, mais en fait, dans les trois langues, c'est M. Ermakov. Donc en arménien aussi, c'est M. Ermakov. Et Yvette Tajarian avait suggéré l'hypothèse qu'en fait, ce ne serait pas le même Ermakov. En fait, son fils qui a décédé
je pense dans des années 1900 ou 1910 peut-être, je me souviens plus malheureusement, mais il est connu que son fils, il travaillait aussi avec Dmitri Ermakov, mais il est décédé plus tôt que son père. Ouais. Après, il me semble quand même, pour apporter une réflexion à la discussion, que Lalayan dit bien qu'il a fait intervenir Ermakov. Et s'il dit Ermakov tout court, exactement, c'est Ermakov avec un grand E, si je puis dire. Dans la Maintenant, préface, ce qui est vrai, c'est que Ermakov était vraiment à la toute fin de sa carrière, puisque de mémoire, il meurt en 1916, c'est ça, je crois. Hein. Donc effectivement, on est quelques années avant sa mort. C'était une personne d'un certain âge. Il avait évidemment, je pense, des opérateurs. Ce n'est pas lui qui était derrière l'objectif, je pense, très certainement. Maintenant, est-ce que dans ces albums, est-ce que ces albums sont composites, effectivement? Est-ce qu'il y a des images réellement faites pendant ces expéditions et d'autres photos qui viennent compléter? Ça, c'est possible, mais c'est un travail de fourmi pour distinguer les unes des autres. Oui. C'est possible. Personnellement, j'avais une hypothèse plus prosaïque. C'est une erreur du relieur. Mais on retrouve la même erreur. Il y avait M pour monsieur en français et le relieur n'a pas réfléchi et a répété M. C'est une autre possibilité. Je ne dis pas que c'est la bonne, mais... Si je peux juste ajouter, on retrouve la même erreur sur les exemplaires d'une Matena Daran, donc les albums qui ont été prévus pour la vente. Donc, est-ce qu'il y aurait eu 2 fois la même erreur sur des albums faits par... C'est un mystère. Il faut faire la généalogie d'Ermakov pour savoir les prénoms de ses enfants, s'il a des enfants. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. On m'entend? Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je voudrais juste savoir en fait si les photos ont été ou vont être utilisées pour de potentielles restaurations de monuments. Alors, pour ces albums, c'est vrai que ces monuments sont principalement situés en Arménie aujourd'hui et ils ont pour la plupart déjà été restaurés. Il y en a quelques-uns qui sont en ruine, mais je ne sais pas si ces albums vont servir. En tout cas, les photographies sont connues depuis longtemps, donc elles ont pu servir en fait pendant les rénovations qu'il y a eu. Je pense par exemple à Noravank. Alors sur les photographies, les monastères étaient déjà assez détériorés, mais lorsqu'il y a eu des rénovations en Arménie, ils ont sans doute utilisé toutes les photographies d'archives qu'ils avaient. Je ne pense pas qu'il y ait de projet actuellement de rénovation à partir de ces photographies. Autre question? Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. J'aimerais savoir quel est le nombre, quel est le pourcentage, et s'il y en a en fait, de monuments de Haut-Karabakh dans ces albums. Dans ces albums, on n'en a pas. C'est dans le fond Thierry qu'on en a. Ici, c'est vraiment uniquement des monuments qui sont dans les régions du Vayotzor et du Gerarkunik en Arménie. Voilà. On a de photographies d'Ermakov de Haut-Karabakh ou pas du tout? Dans d'autres, il y a des photographies à Chouchi. Si, il y a aussi des monuments, oui, des photographies de Dadivin, qui me semble. Oui, on en a, mais pas dans ces albums, et je ne crois pas non plus pas dans les photographies d'Ermakov, mais il me semble que dans la photothèque de Gabriel Millet, il devrait y en avoir. Ouais. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai juste une question. Est-ce qu'il est possible de consulter ces photographies et de quelque façon Bien sûr, bien sûr. Il suffit de venir à la bibliothèque, en fait, tous les après-midi, à partir de 14 h. Vous allez dans ce qu'on appelle l'espace Jacques Doucet, au fond de la salle de lecture, et vous pouvez bien sûr les consulter. Merci beaucoup. Et j'ajoute que nous les avons numérisés et donc il devrait être bientôt, je pense, oui, on peut envisager assez prochainement une publication dans la bibliothèque numérique de l'INHA, donc vous pourrez y accéder très facilement. Oui. Merci beaucoup.
Une autre question? Bien. Eh bien, je vais vous donner rendez-vous pour les prochains Trésors de Richelieu qui auront lieu le mardi 27 février prochain à 18h15 comme d'habitude. Et ce Trésor de Richelieu sera consacré à une reliure exceptionnelle de Boulle pour Louis XIV. Cet ouvrage vous sera présenté par Éric Bazin, qui est restaurateur au département de la conservation de la BNF, Sébastien Evin, qui est restaurateur et expert indépendant au Centre de restauration et d'expertise d'objets d'art, et Maxence Serment, qui est conservateur au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Je vous souhaite une excellente soirée.